On va voir la phospholipase C. On a commencé les effecteurs. On a terminé avec notre chère protéine kinase A, qui est l'effecteur, qui est l'enzyme responsable de la réalisation des effets médiés par l'effecteur adénylacyclase. Donc on a terminé avec le premier effecteur qui était l'adénylacyclase. On va voir maintenant la phospholipase C. La phospholipase C. La phospholipase C. Son nom indique déjà sa fonction. C'est une phospholipase. C'est une phospholipase. C'est quoi une lipase? Une lipase, c'est une enzyme qui est responsable de la dégradation de lipides. Une lipase est une protéine, est une enzyme qui est responsable de la dégradation des lipides. Phospholipase, c'est-à-dire que c'est une lipase qui va me dégrader des phospholipides. Donc c'est une enzyme qui est responsable de la dégradation de phospholipides. C'est une enzyme qui est responsable de la dégradation de phospholipides. C'est une enzyme qui est responsable de la dégradation de phospholipides. On l'appelle la phospholipase C ou PLC. Dans ce cas, la protéine G interagira avec une enzyme qui s'appelle phospholipase C. Le second messager dans ce cas est l'augmentation du calcium cytosolique. L'effet intracytoplasmique le plus important, il y a d'autres effets, l'effet cytoplasmique le plus important est l'augmentation de la concentration de calcium. C'est l'augmentation de la concentration de calcium. C'est l'augmentation de la concentration intracellulaire de calcium. C'est l'augmentation de la concentration intracellulaire de calcium. Très bien, très bien. Dans les conditions physiologiques, la concentration de calcium cytosolique est de 10 puissance moins 7. 10 millions. 1 sur 10 millions de mol. Alors que la concentration extracellulaire est de 10 puissance moins 3. 1 sur 1000. 1 millième de mol au niveau extracellulaire. C'est pour cela qu'on dit que le calcium est un ion principalement extracellulaire. D'accord? Attention. Quand on vous dit qu'un ion est principalement intracellulaire ou qu'un ion est principalement intracellulaire, lorsqu'on dit qu'un ion est principalement intra ou extracellulaire, ça ne veut pas dire que sa quantité est importante au niveau de ce milieu. Ça veut dire que sa quantité est relativement importante. Relativement par rapport à quoi? Par rapport à notre milieu. Donc quand je prends un ion et que je veux le répertorier, je veux dire si c'est un ion principalement extracellulaire ou intracellulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais doser sa quantité à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur de la cellule. Je vais doser sa quantité, je vais doser sa concentration dans le milieu intracellulaire et dans le milieu extracellulaire. Je vais doser sa concentration dans le milieu intracellulaire et dans le milieu extracellulaire. Le dosage dans les deux milieux va me dire où est-ce que sa concentration est plus importante. Si sa concentration est plus importante dans le milieu extracellulaire, je vais dire que c'est un ion principalement extracellulaire. Si sa concentration est plus importante dans le milieu intracellulaire, je vais dire que c'est un ion principalement intracellulaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Le calcium est un ion principalement extracellulaire. C'est un ion principalement extracellulaire. Parce que sa concentration extracellulaire est beaucoup plus importante que sa concentration intracellulaire. Très bien. Toutes les membranes cellulaires possèdent des pompes Ca2+ ATPase, hydrolyse ATP sortie du calcium. Puisque le calcium est un ion, principalement extracellulaire, d'accord? Quand j'ouvre des canaux libres, qui ont des canaux potentiels dépendants de la terminaison présynaptique, vous vous en souvenez? Si j'ouvre des canaux qui ne dépendent pas d'ATP, si j'ouvre des canaux libres qui permettent le passage du calcium selon son gradient de concentration, est-ce que ces canaux vont permettre l'entrée du calcium ou la sortie du calcium? L'entrée. Excellent, l'entrée du calcium parce que le calcium est un ion extracellulaire. Puisque le calcium est un ion principalement extracellulaire, l'ouverture des canaux perméables au calcium va réduire l'entrée du calcium. Puisqu'il va migrer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Il va suivre son gradient de concentration. Donc, si je veux déplacer le calcium contre son gradient de concentration, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'un transport actif. Et c'est pour cela que toutes les cellules, pour pouvoir chasser le calcium, pour pouvoir faire sortir le calcium, la cellule a besoin d'utiliser le calcium, mais elle a aussi besoin de faire sortir le calcium de son cytoplasme. La cellule a besoin
de la capacité de faire sortir le calcium de son cytoplasme pour pouvoir retrouver son état de repos. Une fois le calcium utilisé, je dois pouvoir faire sortir le calcium de la cellule. Je dois pouvoir faire sortir le calcium de la cellule. Comment je peux faire sortir le calcium de la cellule? Comment je peux faire sortir le calcium de la cellule? Je peux faire sortir le calcium de la cellule grâce à des pompes qui utilisent l'ATP. Ce sont des ATPases. Ce sont des ATPases. Ce sont des ATPases. On les appelle les canaux CA2+ ATPases. Il y aura une consommation d'ATP et l'énergie de cet ATP va être utilisée pour chasser le calcium. Pour chasser le calcium vers l'extérieur. Donc il y aura une sortie du calcium. Il y aura une sortie du calcium. Est-ce que c'est clair? Il y aura une sortie du calcium. Il y aura une sortie du calcium. Je suis en train de faire sortir le calcium. Je suis en train de mobiliser le calcium contre son gradient de concentration. Et donc, je vais avoir besoin d'ATP. Je vais avoir besoin d'ATP. Très bien. Continue. Dans le cytoplasme, il existe des compartiments spécialisés qu'on appelle les calciosomes, dans lesquels la concentration du calcium est égale à 10 puissance moins 3. C'est-à-dire que la concentration est élevée. C'est-à-dire que la concentration est comparable à la concentration du calcium dans le milieu extracellulaire. On avait dit que la concentration du calcium dans le milieu extracellulaire était de 10 puissance moins 3 mol, alors que dans le milieu intracytoplasmique, elle était de 10 puissance moins 7 mol. Il existe à l'intérieur des cellules, à l'intérieur du cytoplasme, des vésicules, des citernes spécialisées dans le stockage de calcium. Donc je vais stocker le calcium à l'intérieur de ces citernes. La concentration du calcium à l'intérieur de ces citernes, elle est élevée. Elle est comparable à celle du milieu extracellulaire. Elle est de 10 puissance moins 3 mol. Très bien. Comment on les appelle? Les calciosomes. Qu'est-ce qu'un calciosome? Un calciosome est un compartiment intracellulaire spécialisé dans le stockage du calcium. La concentration du calcium à l'intérieur du calciosome est 10 puissance moins 3 mol. Elle est comparable à la concentration du milieu extracellulaire. Bravo. Le calciosome est l'analogue du sarcoplasme, du réticulum sarcoplasmique dans les cellules non musculaires. Donc, on avait vu la physiologie musculaire, on avait vu l'organisation du muscle, on avait vu que le muscle avait des citernes dans lesquelles je pouvais stocker le calcium. Et ces citernes, je les avais appelées réticulum sarcoplasmique. D'accord? Le réticulum sarcoplasmique, il est spécifique au muscle. Le muscle, la fibre musculaire a une architecture spécifique. Elle a dans le tissu musculaire, j'ai un épimésium, puis un périmésium, puis un entomésium, puis j'ai un sarcolème. Le sarcolème est constitué d'une lame basale, puis d'une membrane plasmique. La membrane plasmique dans des invaginations. Les invaginations, ce sont des tubules, vous vous en souvenez? Et puis j'ai une organisation des stries à l'intérieur des myocytes. Donc j'ai une architecture particulière. C'est cette architecture particulière de la fibre musculaire, qui me permet de parler de sarcoplasme. Quand une cellule n'est pas une cellule musculaire, je n'ai pas le droit de parler de sarcoplasme. Quand une cellule n'est pas une cellule musculaire, je n'ai pas le droit de parler de sarcoplasme. Quand je retrouve une vésicule de stockage de calcium dans une cellule qui n'est pas musculaire, quand je retrouve une vésicule de stockage de calcium dans une cellule qui n'est pas musculaire, je vais appeler cette vésicule calciosome. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la protéine G. On est en train de parler des effecteurs de la protéine G. J'ai terminé avec le premier effecteur qui était la vinylacylase. Je suis avec le deuxième effecteur. Le deuxième effecteur est la phospholipase C. La phospholipase C est une enzyme. Cette enzyme va réaliser certaines fonctions. Avant d'introduire les fonctions de la phospholipase C, alors on veut vous donner quelques informations dont vous aurez besoin. Quelles sont ces informations? C'est des informations qui concernent le calcium. Pourquoi j'ai besoin d'une matière première, j'ai besoin de prérequis, j'ai besoin de dates. Avant d'entrer dans une bataille, je dois connaître les caractéristiques de l'ennemi. Je veux chasser un aigle. D'accord? Je veux chasser un loup. Je dois connaître quelles sont les caractéristiques du loup. Est-ce qu'il se cache la nuit ou il se cache la journée? Est-ce qu'il se cache dans des grottes ou sous des arbres? Est-ce qu'il aime la viande ou il aime autre chose? D'accord? Pour pouvoir réaliser des missions, il faut connaître les caractéristiques de son ennemi. Vous savez très bien que
que dans certaines sociétés, comme en Algérie, il y a des spécialistes du vol. D'accord? Très bien, et on peut voler beaucoup de choses, et en volant ces choses, pour voler ces choses, il faut avoir des techniques spécifiques. D'accord? L'essentiel, on continue notre cours. Très bien, donc vous devez connaître les caractéristiques de ce calcium avant d'entamer un cours sur le calcium. On vous a donné certaines caractéristiques du calcium qui sont sa concentration à l'intérieur de la cellule, sa concentration à l'extérieur de la cellule, la capacité de certaines cellules à stocker le calcium. On vous a donné l'exemple du sarcoplasme, on vous a aussi donné l'exemple du calciosome. On a dit que le calciosome était l'organe de stockage du calcium dans des cellules qui ne sont pas musculaires. Très bien, continuons. Sur les membranes du calciosome existent des pompes calciques ATP dépendantes. Donc c'est à peu près la même chose que les ATPases. D'accord? C'est des pompes, c'est des canaux qui vont faire migrer ou les faire bouger ou les faire envoyer le calcium en utilisant de l'ATP. Transport actif contre le gradient de concentration. S'il vous plaît, contre le gradient de concentration, c'est dans quel sens? Forte concentration de calcium face à la faible concentration du cytosol. Attention, ces pompes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces pompes-là, elles vont faire entrer le calcium à l'intérieur du calciosome. Voici ma cellule. Voici le calciosome. À l'intérieur du calciosome, j'ai une concentration importante de calcium. Dans le cytoplasme, j'ai une concentration faible de calcium. Les pompes, elles sont là. Elles vont aider le stockage du calcium. C'est elles qui récupèrent le calcium après fin d'utilisation. Elles sont responsables de la récupération du calcium, donc de l'entrée du calcium à l'intérieur du calciosome. Donc elles sont responsables d'un transport du calcium contre son gradient de concentration, et c'est pour cela qu'elles utilisent de l'ATP. Très bien. Les variations de concentration du calcium cytosolique dépendent directement de la libération du calcium de ses compartiments spécialisés. Le calciosome possède aussi la capacité de libérer le calcium. Supposons que j'ai besoin de calcium, je ne vais plus le récupérer, mais je vais libérer. Je vais ouvrir d'autres canaux qui vont me libérer le calcium à l'intérieur du cytoplasme pour avoir une quantité de calcium qui est augmentée. Le calcium va réaliser sa fonction. Une fois la fonction terminée, je vais le récupérer. Très bien. Vous êtes d'accord? Il existe deux types de phospholipases C. Tout cela, c'est des informations préliminaires dont nous avons besoin. Il existe deux types de phospholipases C. La phospholipase C gamma, activée par des récepteurs à tyrosine kinase, qu'on va voir à la prochaine séance, Inch'Allah. D'accord? C'est quand même des récepteurs à activité enzymatique, comme les récepteurs à tyrosine kinase, les récepteurs à insuline. Très bien. Et la phospholipase C bêta, qui est activée par les récepteurs couplés aux protéines G. Très bien. Donc, nous allons voir les phospholipases C bêta. S'il vous plaît, ce que je voulais vous dire, c'est que je peux avoir deux effecteurs différents, d'accord? Deux effecteurs différents pour un même récepteur. Je peux avoir deux récepteurs différents pour un même effecteur. Ils nous ont donné deux types d'effecteurs. Un même type d'effecteur qui est la phospholipase C. La phospholipase C, on vient de me dire qu'on peut l'activer par le récepteur activité tyrosine kinase et par le récepteur couplé à la protéine G. Donc ce sont deux types de récepteurs différents qui peuvent activer le même effecteur. Donc un même effecteur peut être activé dans deux voies différentes, dans deux voies dépendantes de deux récepteurs différents. Il faut savoir que la cellule arrive à bien s'organiser. La cellule peut utiliser différents effecteurs avec un même récepteur et elle peut utiliser plusieurs types de récepteurs pour un même effecteur. D'accord? Mais quand je commence à mélanger les choses, il vaut mieux donner à chaque chose son nom. على بها نقول لكم بلي la phospholipase gamma هي اللي نوتيليزيها مع la tyrosine kinase مع l'enzyme la tyrosine kinase. Ou la phospholipase bêta, c'est elle que j'utilise avec le GPCR. Mais on peut dans une seule cellule, une seule phospholipase activée en même temps par la GPCR et par la tyrosine kinase. Non, je suis en train de vous parler des types. Ça va? Sûr, vous arrivez à suivre. Donc les phospholipases C
La voie des phospholipase peut être activée par les récepteurs couplés à la protéine G, comme elle peut être activée par les récepteurs à activité tyrosine kinase, mais pas sur une même cellule. On est en train de vous parler des types de réponses qui existent sur le marché. Les micro-ondes micro-ondes avec gris, micro-ondes avec four, d'accord. Donc il existe des combinaisons. Des combinaisons. Les phospholipase مع tyrosine kinase, les tyrosine kinase entre effecteurs, les protéines G مع phospholipase. C'est vous qui choisissez. C'est vous, madame la cellule, qui choisissez le mode de réponse qui vous convient. Qui choisissez le mode de réponse qui vous convient. Donc je peux avoir une phospholipase qui est active avec les protéines couplées à la protéine, les récepteurs couplés à la protéine G, comme je peux avoir des phospholipase en relation avec des récepteurs à activité tyrosine kinase. Cette enzyme interagit avec le phosphatidylinositol 4,5 biphosphate, P2. Phosphatidylinositol biphosphate, qui est un phosphoinositide membranaire qu'elle clive en deux composés, inositol triphosphate et diacylglycérol. Je n'aime pas les énigmes, on va dessiner tout ça. Est-ce que vous vous souvenez, on est où? Jama'a, s'il vous plaît. On est où? On est dans la membrane plasmique. Ça c'est quoi? What is this? Allez, dites-moi, c'est quoi ça? Très bien. Donc, la bicouche, je me rappelle que c'était une monocouche. Donc, ça, c'est la bicouche lipidique. La bicouche lipidique, elle est où? Je suis où? Je suis au niveau de la membrane plasmique. Très bien. Je suis au niveau de la membrane plasmique et j'ai beaucoup de phospholipides membranaires. Ces phospholipides, si je prends un phospholipide membranaire, et je regarde sa structure biochimique, il est constitué de quoi un phospholipide? Vous vous souvenez de la structure des phospholipides? Allez, de quoi est constitué un phospholipide? Donc, pour constituer un acide phospholipide, pour constituer un phospholipide ou un glycérophospholipide, je passe par plusieurs étapes. Il est constitué d'un squelette. هذا السكيلت glycérol. C'est le squelette glycérol. أنا يبرك ندير له une structure assez spécifique, ندير له راسه هذا الوسطاني منه, juste pour faciliter le dessin. On est d'accord? Très bien. Ça c'est le glycérol. Le glycérol, sur le glycérol vont se fixer deux acides gras. Comment j'appelle ce composé? Le diacylglycérol ou le diglycéride. Le diglycéride ou le diacylglycérol. تعرفوا les diglycérides, تعرفوا les triglycérides. Les triglycérides sont la principale forme de stockage de lipides dans l'organisme. C'est quoi un triglycéride? C'est une molécule de glycérol sur laquelle se fixent trois acides gras. C'est la forme principale de gras dans l'organisme. Très bien. Je ne suis pas en train de parler des triglycérides, je suis en train de parler des glycérophospholipides. Je suis en train de parler des phospholipides membranaires. Les phospholipides membranaires sont constitués d'un glycérol de deux acides gras. Sur le glycérol, sur la tête qui reste du glycérol, sur la fonction H qui reste, il va y avoir une fixation du phosphore. Et j'appelle ce composé acide phosphatidique ou bien phosphatidate. L'acide phosphatidique qui est un intermédiaire de la synthèse des triglycérides, si vous vous en souvenez. Très bien. Donc, acide phosphatidique. Sur cet acide phosphatidique peut se fixer un alcool. Un alcool qui peut être aminé ou non aminé. Les alcools aminés, phosphatidylcholine, phosphatidylsérine, phosphatidyléthanolamine. Les alcools non aminés, ce sont les phosphatidylinositol. D'accord? Très bien. L'alcool, ici, donc vous voyez ce composé kamel hadaya. Hadaya, je l'appelle phospholipide. C'est un lipide qui contient une fonction phosphorique, un acide phosphorique. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc j'ai un glycérol
du phosphore sur ce glycérol, 2 acides gras. Un glycérol, 2 acides gras, un phosphore et un alcool. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Très bien. Très bien. Sur cet alcool, sur cet acide, sur ce phospholipide, vont se fixer, je suis au niveau de la membrane, j'ai un phospholipide, mais ce phospholipide, c'est un phospholipide spécifique. En plus de sa structure initiale, il va y avoir fixation de 2 molécules de phosphore et une autre molécule de phosphore. Donc il y aura l'alcool, l'inositol, fixé à du phosphore, à un autre phosphore et à ce troisième phosphore. Ce troisième phosphore le lie au squelette terrestre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voici la structure finale. Voici la structure finale. J'ai un glycérol. Sur ce glycérol, j'ai 2 acides gras. Ça, on appelle cela un diacylglycérol. Sur cet acide gras vont se fixer un alcool qui est l'inositol. D'accord? De l'inositol. Et sur cet inositol, il y aura une fixation du phosphore. Et sur le phosphore, il va y avoir une fixation d'un alcool. Je redessine le phosphore. D'accord? Donc, j'ai un acide gras. Ici, du phosphore. Sur le phosphore va être fixé un alcool. Et sur cet alcool, que je vais appeler inositol, sur cet inositol vont se fixer 2 autres molécules de phosphore. 2 autres molécules de phosphore. Cette molécule-là, toute cette molécule, je l'appelle la PIP2. La PIP2. PIP2. Que veut dire le mot PIP2? Inositol diphosphate. C'est-à-dire que c'est un phosphoinositol sur lequel se fixent 2 autres phosphates. Je l'appelle le PIP2. Le PIP2 est un phospholipide sur lequel vont se fixer 2 autres phosphores. Il porte 3 phosphores. Vous savez c'est quoi la fonction de la phospholipase C? La phospholipase C va venir et elle va détruire cette liaison. La phospholipase C va détruire cette liaison. En détruisant cette liaison, qu'est-ce qu'elle va me libérer? Elle va me libérer 2 composants. Un composant qui vient ici, un composant qui vient ici. Le composant qui vient ici, c'est quoi? C'est le diacylglycérol. Elle va me libérer un diglycéride. Le diacylglycérol. On est d'accord? Et celui qui va en haut, c'est quoi? C'est l'inositol 3-phosphate. Le diacylglycérol, je l'appelle diacylglycérol. D-A-G. DAG. Et le inositol 3-phosphate, je l'appelle IP3. Donc, quels sont les résultats de l'action de ma phospholipase C? C'est la libération de l'IP3 et du DAG. Est-ce que vous avez compris d'où vient le DAG et l'IP3? Très bien. On continue. Donc, il y a eu libération de l'IP3 et du DAG. Cette enzyme interagit avec le phosphatidyl inositol 4,5-biphosphate. Un phosphatidyl inositol qui lie 2 autres phosphates. Phosphoinositide membranaire qu'elle clive en 2 composés. Quels sont ces 2 composés? L'inositol triphosphate. Ce dernier est hydrosoluble. L'inositol. Attention, je suis où? Là. Je suis au niveau de la membrane. La phospholipase C est un facteur membranaire. Il est en train de réaliser sa fonction. au niveau membranaire. Les phospholipides sont aussi membranaires. Les phospholipides sont membranaires. Je suis en train de réaliser ma fonction. Très bien. Donc, j'ai pu libérer à partir de mon phospholipide 2 molécules, l'IP3 et le DAG. L'IP3, il est soluble, il va dans le cytoplasme. L'IP3 est soluble, il peut se diriger dans la membrane et il peut se diriger vers le cytoplasme. L'IP3 est soluble, il peut se diriger dans le cytoplasme. Le DAG n'est pas hydrosoluble, c'est un diacylglycérol. D'accord, il contient 2 acides gras, donc il va rester sur la membrane.
Il va rester sur la membrane. Je suis en train de parler des effecteurs de la protéine G. Je suis en train de parler du deuxième effecteur de la protéine G. Ce deuxième effecteur est la phospholipase C. La phospholipase C est une enzyme. On avait dit que son deuxième effecteur était l'augmentation du calcium. Le calcium. On avait dit que la phospholipase C avait un substrat. Son substrat, c'était le phospholipide membranaire. Qu'est-ce qu'elle va faire en phospholipase C? Elle va transformer le PIP2 membranaire, elle va le transformer en IP3 et en DAG. DAG et IP3. DAG et IP3. DAG et IP3. Très bien. Le DAG va rester dans la membrane et l'IP3 va être solubilisé dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme. Très bien. L'IP3 migre dans le cytosol. Il se fixe sur des récepteurs spécifiques présents sur le calciosome. Hop, on va commencer à parler de notre calcium. Récepteur canal calcique ou récepteur IP3. C'est le récepteur de l'IP3. IP3 récepteur, IP3R. Sortie du calcium et augmentation de la concentration du calcium cytosolique. Le calcium cytosolique va se lier à un groupe de protéines qu'on appelle les calciprotéines. Très bien. Très bien. De quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de l'effet intracellulaire. On a terminé avec la phospholipase C. La phospholipase C m'a libéré de l'IP3 et du DAG. Le DAG est resté fixé sur la membrane. Le DAG est resté fixé sur la membrane. L'IP3 s'est dirigé vers le cytosol. Quand il s'est dirigé vers le cytosol, il s'est retrouvé en contact avec des calciosomes. Avec des calciosomes. Au niveau des calciosomes, qu'est-ce qu'il a fait? L'IP3, il s'est fixé sur des récepteurs. Ces récepteurs sont des canaux. Ce sont des canaux. Il y a eu ouverture de ces canaux et l'ouverture de ces canaux a fait en sorte qu'il y ait une libération du calcium dans le cytoplasme. Une libération du calcium dans le cytoplasme et une augmentation de la concentration du calcium cytoplasmique. Une augmentation de la concentration du calcium cytoplasmique. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va très bien. Très bien. Très bien. Donc, il y a eu une fixation de l'IP3 sur son récepteur. La fixation de l'IP3 sur son récepteur m'a ouvert des canaux de calcium. Il y a eu libération de calcium et augmentation de la concentration du calcium. Augmentation de la concentration du calcium au niveau cytoplasmique. D'accord? Ça va très bien, vous allez bien? Sûr? Très bien. Est-ce que ça va? On avance. Très bien. Phosphatidylinositol. À gauche, l'acide phosphatidique diglycéride plus groupement phosphate estérifié sur C3. À droite, l'inositol polyol cyclique. D'accord? Donc, voici mon premier P. Est-ce que vous le voyez? Ça, c'est le phosphatidylinositol. Là. Ce n'est pas le PIP2. Ça, c'est le phosphatidylinositol. Voici le phosphore. Hadaya kamel, hadaya que je suis en train de colorier. C'est quoi? C'est le glycérol. D'accord? Ça, c'est le premier acide gras. Ça, c'est le deuxième acide gras. Bon, c'est le deuxième. R2, c'est le premier. Donc ça, هذا كامل هذا الزوج عينين ونيف هذا le visage que je viens de dessiner. D'accord? هذا c'est le diacylglycérol. D'accord? هذا c'est le diacylglycérol. Tout ça c'est le diacylglycérol. Et ça c'est le phosphore, ou le phosphore il est lié à l'inositol. Donc ça c'est le phosphatidylinositol. هذا c'est le phospholipide avant la fixation de deux autres phosphores. Sur ce phosphatidylinositol vont venir se fixer deux autres phosphores. Non. D'accord? Pour avoir le PIP de phosphore ici et phosphore ici. Ça, c'est l'IP3. D'accord? Hada phosphore, deuxième phosphore, troisième phosphore. Très bien, très bien. Clivage du PIP2. Donc voilà, voici le PIP2 TI. D'accord? Il va subir l'action de la phospholipase C. La phospholipase C va laisser le DAG sur place, le diacylglycérol, et envoyer l'IP3 vers le cytoplasme. L'IP3 peut subir l'action d'une phosphatase pour devenir IP2, puis IP, puis inositol. D'accord? Et l'inositol, je peux le recycler. Ce n'est pas important. Le plus important, ce n'est pas la dégradation de l'IP3. Pour l'instant, c'est la fixation de l'IP3. C'est la fixation de l'IP3 sur son récepteur. C'est la fixation de l'IP3 sur son récepteur. Très bien. Il existe deux types de calciprotéines. D'accord? Comment j'appelle? Oui, il y avait une libération du calcium. Il y a eu une libération du calcium. Le calcium libéré du calciosome va se retrouver au niveau du cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme, le calcium va se fixer sur des protéines. Ces protéines, je les appelle les calciprotéines.
Je les appelle les calciprotéines. C'est quoi une calciprotéine? Une calciprotéine, c'est une protéine dont la fonction nécessite la présence de calcium. La calciprotéine est une protéine dont la fonction nécessite la présence de calcium. Une calciprotéine est une protéine dont la fonction nécessite la présence du calcium. Oui, par exemple, j'ai eu une action de la phospholipasée. La phospholipasée m'a transformé le PIP2 en IP3 et en DHG. Le DHG est resté sur la membrane. L'IP3 s'est dirigé. L'IP3 s'est dirigé vers où? L'IP3 s'est dirigé vers le cytoplasme. L'IP3, une fois fixé sur le cytoplasme, retrouvé dans le cytoplasme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer sur ses récepteurs. Ces récepteurs, ce sont quoi? Ce sont des canaux. Il va ouvrir les canaux. Ces canaux vont permettre la sortie de calcium. Il y aura augmentation du calcium cytoplasmique. Ce calcium cytoplasmique va se fixer sur des protéines. Ces protéines, je les appelle les calciprotéines. Je les appelle les calciprotéines parce qu'elles ont besoin de calcium pour réaliser leur fonction. Parce qu'elles ont besoin de calcium pour réaliser leur fonction. On nous dit qu'il y a deux types de calciprotéines. On nous dit qu'il y a deux types de calciprotéines. Les calciprotéines dont la conformation spatiale change en présence de calcium, comme la calmoduline, la troponine C, d'accord, et les calciprotéines dont la présence de calcium permet la liaison aux phospholipides membranaires. Très bien, très bien. Donc, on est en train de nous parler de ces protéines dont la fonction nécessite la présence de calcium. Est-ce que vous êtes tous avec moi? Très bien. Donc, il y a deux types de ces calciprotéines. Qu'il y a une certaine protéine, lorsqu'elles reçoivent le calcium, elles changent de conformation, comme la calmoduline et comme la troponine C. Vous vous souvenez de la troponine? La troponine C était impliquée dans la contraction musculaire, la libération du calcium du sarcoplasme allait induire une augmentation de la quantité de calcium dans le cytoplasme. Il y avait fixation du calcium sur la troponine C. La troponine C change de conformation. En changeant de conformation, elle libère les sites de fixation sur la myosine. D'accord? Il y avait fixation de la tropomyosine et contraction musculaire. D'accord? Donc il y avait un changement de conformation de la troponine C par... Oui. Oui, oui. Certains crampes musculaires, elles dépendent de ces variations ioniques. Les variations, elles peuvent dépendre du muscle lui-même, de la concentration sortie-entrée du calcium, ou là d'un effet nerveux, excellent, d'un effet nerveux, soit le calcium, soit le magnésium. Le magnésium est un neurofacilitateur et le calcium aussi. D'accord? Donc, un trouble au niveau du calcium, il peut donner des... Oui, oui. Ça dépend des effets. Alors, je peux avoir des tétanies, vous allez voir la tétanie, elle qui est due à une hypocalcémie, mais c'est l'effet membranaire du calcium. D'accord? Donc, les effets cellulaires du calcium, quand le calcium augmente, quand la quantité du calcium augmente à l'intérieur du cytoplasme, oui, j'aurai des contractions. D'accord? J'aurai une rigidité. Est-ce que vous connaissez le rigor mortis? Qui connaît le rigor mortis? T'as les? Oui, t'as les cadavres, très bien. Quand une personne meurt, est-ce qu'il y a vu un cadavre? Mais je sais un cadavre. Quelle est la caractéristique du cadavre dans les premières heures? Il est caractérisé par la rigidité cadavérique. La rigidité cadavérique. C'est quoi la rigidité cadavérique? Le cadavre, une personne, quand elle meurt, les premières heures, elle devient figée. D'accord? Elle devient solide, très solide, on ne peut pas mobiliser, elle prend même des grimaces. D'accord? Donc elle prend un aspect, tout fait. Et ça peut même faire peur. D'accord? Très bien. Là, le rigor mortis, il est dû à quoi? Le rigor mortis, il est dû à, quand il y a mort de l'individu ne contrôle plus ses cellules. D'accord? Et il y aura une destruction du sarcoplasme. La destruction du sarcoplasme va libérer une quantité importante de calcium. Le calcium va se libérer, va se fixer sur les troponines. Et donc il y aura une contraction musculaire très importante et très léger. Elle va rester plusieurs heures jusqu'à ce que la putréfaction commence. Et puis il va y avoir une dégradation de protéines, il va se relâcher, il se désintègre. Le cadavre, il se désintègre. Donc le rigor mortis, il est dû à une libération du calcium. Donc oui, un trouble au niveau du calcium, il peut donner des tétanies comme il peut donner des crampes. Mais il faut faire la différence entre un effet qui est dû à un trouble à l'intérieur de la cellule musculaire ou un trouble au niveau de la transmission nerveuse. D'accord? Parce que le calcium intervient dans les deux. Le calcium intervient au niveau de la membrane plasmique des cellules nerveuses et il intervient à l'intérieur de la cellule pour la contraction.
Là, si vous avez une situation particulière, il faut l'exposer. D'accord. Quand je connais une personne qui a une crampe, qui a des crampes, c'est un signe clinique. Donc elles peuvent soit changer de structure comme la troponine et la tropomyosine, soit aller se fixer sur la membrane. J'ai deux types de calciprotéines. Les calciprotéines sont des protéines qui vont changer leur fonction. Les calciprotéines sont des protéines qui vont changer leur fonction suite à l'arrivée du calcium. Soit en changeant leur conformation, soit en étant adressés vers la membrane. Très bien. La plupart des récepteurs couplés à la protéine G font intervenir la calmoduline comme calciprotéine. D'accord, à l'information. Les RCPG, quand ils interagissent avec la phospholipase C, ils vont recruter la calmoduline. La troponine C est surtout présente dans la cellule cardiaque. Dosage à la recherche d'une lésion myocardique ou d'un infarctus. Si elle vous a cité cette fois le cocktail, la troponine C, c'est un marqueur de lésion myocardique. Vous savez très bien qu'on appelle la cellule myocardique. Le muscle cardiaque, c'est un muscle. Puisque c'est un muscle, il va se contracter. Puisqu'il va se contracter, il est riche en troponine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je suspecte un infarctus du myocarde, infarctus du myocarde, d'accord, lorsque je suspecte un infarctus du myocarde, dès le dosage de la troponine, si je trouve que la troponine est élevée, d'accord, ça veut dire qu'il y a eu une lésion myocardique qui a libéré la troponine, d'accord. Ou sur la demi-vie de la troponine dans les plasmas, elle est très courte. Elle est de 24 heures, donc les dosages doivent être précoces. Rien je suspecte qu'il y a eu un infarctus du myocarde, il faut faire très rapidement le dosage de la troponine. Quel est d'autres marqueurs? D'accord? Quel est d'autres marqueurs? Comme les CK1B, d'accord? C'est pas important. L'essentiel, je peux doser plusieurs la ADH, je peux doser d'autres facteurs. L'essentiel est la troponine, puisqu'elle est impliquée dans la contraction, elle est contenue dans les cellules myocardiques, et puisqu'elle est contenue dans les cellules myocardiques, je peux la doser quand je suspecte une lésion. Très bien. Très bien. Deuxièmement, les calciprotéines dont la présence de calcium permet la liaison aux phospholipides membranaires. Le deuxième type de protéines, ce sont les protéines qui, une fois le calcium est arrivé, elles vont se fixer. Elles vont se fixer sur la membrane plasmique. Comme l'annexine. L'annexine, dont l'un des rôles est de relier les rafts lipidiques aux protéines du cytosquelette. Est-ce que vous vous souvenez des rafts? Les radolipidiques. Les radolipidiques sont des endroits d'endocytose. Les rafts, et puis c'est des endroits d'endocytose. Il y avait les régions liées à la cavioline et les régions liées à la clatrine. Vous vous souvenez? Très bien. Donc les rafts, ce sont des endroits où il va y avoir une endocytose. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lier ces rafts. Je vais avoir des rafts. D'accord? Voici mes rafts. Ça, c'est la membrane plasmique au niveau des rafts. Ça, c'est la membrane plasmique au niveau des rafts. Ça, c'est des protéines. C'est des calciprotéines qui s'appellent annexines. Annexine, elle vient de annexe. Cette annexine, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura une fixation du calcium sur ces annexines. Fixation du calcium. La fixation du calcium sur ces annexines va les adresser à la membrane plasmique. Et ces annexines permettent la liaison de la membrane plasmique au niveau des rafts, elle va permettre la liaison de ces protéines qui sont les annexines à la membrane plasmique. Ces annexines peuvent se lier au cytosquelette. Ces protéines peuvent se fixer au cytosquelette. Et la liaison entre le cytosquelette et la membrane plasmique me permet d'avoir une vésiculation, me permet d'avoir une endocytose, me permet d'avoir une communication entre la membrane plasmique et le cytoplasme. Donc l'annexine, c'était quoi son rôle? Son rôle, c'était de lier le cytosquelette avec la membrane plasmique grâce à sa caractéristique fonctionnelle. C'est quoi la caractéristique fonctionnelle de l'annexine? C'est le fait qu'une fois elle est fixée, le CA2+, elle est adressée vers la membrane plasmique. Excellent. On continue. L'augmentation du calcium
cytosolique entraîne sa fixation sur la calmoduline et l'activation de cette dernière par transconformation. Donc la calmoduline, c'est une protéine qui va changer de conformation. Le complexe calcium-calmoduline actif se fixe ensuite sur un groupe d'enzymes afin de les activer. Il y aura une activation de certaines enzymes. Ce sont des protéines kinases calcium-calmoduline dépendantes. Il y aura une activation de protéines qui s'appelle calcium-calmoduline dépendante. Ce sont des protéines kinases calcium-calmoduline dépendantes. Calcium-calmoduline dépendantes. Et on vous dit, attention, elles sont différentes des PKC. Elles sont différentes des PKC. On va voir les PKC plus tard. Allez, on avance. Ces protéines kinases calcium-calmoduline dépendantes, CAMK, vont phosphoryler des protéines cibles. Cette phosphorylation correspond à la première partie de la réponse. Elle correspond à la première partie de la réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Suivez avec moi. On était où? On était à l'activation de la phospholipase C. On était à l'activation de la phospholipase C. On était à l'activation de la phospholipase C. Et l'activation de cette phospholipase C allait induire une transformation. C'est une transformation membranaire. C'est quoi cette transformation membranaire? C'est la transformation du PIP2 en DAG et en IP3. Le DAG reste sur la membrane plasmique. L'IP3 est adressé vers le cytoplasme. L'IP3 va se fixer sur le calciosome. Très bien. L'IP3 va se fixer sur le calciosome. Une fois l'IP3 est fixé sur le calciosome, il va ouvrir des canaux. Ces canaux, ce sont des canaux calciques. Il y aura une libération du calcium. Il y aura une augmentation du calcium dans le cytoplasme. Le calcium va se fixer sur la calmoduline. Le calcium va se fixer sur la calmoduline. La calmoduline devient active. La calmoduline fixée au calcium devient active. Elle va activer des protéines kinases. La calmoduline va activer des protéines kinases. La calmoduline calcique va activer des protéines kinases. La calmoduline qui est fixée du calcium va activer des protéines kinases. Ce sont des protéines kinases dépendantes de la calmoduline. Et on vous dit qu'il faut faire la différence entre les PKC et ces protéines kinases. Allez, on vous a dit cette remarque. Pourquoi? Parce que quand vous voyez PKC, quand vous voyez le C, comme on a fait une zep, vous voyez PKA, elle dépendait de l'AMPC. PKC, elle dépend du calcium. PKC, elle dépend de la calmoduline. Donc, ne faites pas cette erreur, Les PKC ne sont pas les PK dépendantes de calmoduline. Les PKC ne sont pas des protéines kinases dépendantes de calmoduline. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai une activation de la phospholipase C. L'activation de la phospholipase C me libère du DAG et du IP3. Le DAG se fixe à la membrane. L'IP3 est libéré dans le cytosol. Il se fixe sur des récepteurs au niveau du calciosome. Il me libère du calcium. Le calcium se fixe à la calmoduline. La calmoduline liée au calcium est activée. Une fois activée, elle va aller activer des protéines que j'appelle les PK calmoduline dépendantes. Les protéines kinases calmoduline dépendantes. Elles vont devenir actives, ces protéines. Très bien. Ces protéines kinases vont phosphoryler d'autres protéines et c'est une partie de la réponse cellulaire. Allez, regardez. Voici ma PLC qui devient active. D'accord? Anna, je ne suis pas ici au niveau membranaire. Je suis en train de suivre l'IP3 et le calcium. D'accord? Je suis en train de suivre l'IP3 et le calcium. Donc cette partie-là, on l'oublie. Bien, je me touche comme faire. D'accord? Anna, je suis là. J'ai eu une libération de l'IP3. L'IP3 s'est fixé sur son récepteur. Il y a eu une libération du calcium. Le calcium là, dans le cytoplasme, il y a eu une libération du calcium. Le calcium s'est fixé à la calmoduline. La calmoduline a activé des protéines kinases. La protéine kinase a phosphorylé d'autres protéines. D'accord? Je suis à cette partie, c'est la première partie de la réponse. Oui. On a terminé avec la phase dépendante. De l'IP3 qui est la phase cytosolique. On va voir maintenant la phase membranaire.
La phase membranaire, elle dépend de quoi? Qu'est-ce qui était resté au niveau de la membrane? C'était le diacylglycérol. C'était le DAG. C'était le diacylglycérol qui était resté fixé à la membrane. Et puisqu'il était resté fixé à la membrane, il va me jouer des rôles. Regardez ce qu'il va faire. Le diacylglycérol reste fixé à la membrane plasmique et interagit avec la PKC. Donc la PAC va interagir avec le diacylglycérol. La PKC, la protéine kinase C, elle est différente des protéines kinases dont je viens de parler. Elle ne va pas interagir avec la calmoduline et l'IP3. Elle va interagir avec le DAG. Elle va interagir avec le DAG. Très bien. Dans les conditions basales, en l'absence d'hormones, la PKC baigne dans le cytosol. Elle est inactive et elle est dans le cytosol. L'activation du récepteur canal calcique du calciosome par l'IP3 déclenche la sortie du calcium, activation de la PKC. La PKC migre vers la membrane plasmique, interagit avec le DAG, phosphorylation de protéines cibles. Cette phosphorylation correspond à la deuxième partie de la réponse cellulaire. On va maintenant parler de la PKC. La PKC est libre dans le cytoplasme. La PKC, attention parce que c'est d'accord. La PKC au repos, la PKC inactive est libre dans le cytoplasme. La PKC inactive est libre dans le cytoplasme. La PKC inactive est libre dans le cytoplasme. Lorsqu'il y a eu libération de l'IP3, fixation de l'IP3 sur le calciosome, libération du calcium, le calcium va se fixer sur la PKC. Mais chez la calmoduline calcium, le calcium va se fixer sur la PKC. En se fixant sur la PKC, il va l'adresser. Et je vous avais dit qu'il y avait deux types de protéines. Des protéines qui, une fois activées, changent de conformation, et d'autres protéines qui, une fois activées, vont être adressées à la membrane. La PKC va être adressée à la membrane. La PKC va être adressée à la membrane. Quand elle se retrouve au niveau de la membrane, elle va se fixer sur le DAG. Elle va se fixer sur le DAG. La PKC migre vers la membrane, elle interagit avec le DAG. Au niveau de son lieu, au niveau de son site de fixation sur la DAG, elle va phosphoryler d'autres protéines. Donc, quand il y a eu activation de la phosphorylase C, j'ai eu deux voies de phosphorylation. La première voie de phosphorylation est réalisée par les protéines kinases dépendantes de la calcicalmoduline. La première phosphorylation a été réalisée par les protéines kinases dépendantes des calcicalmodulines. Donc, j'avais de la calmoduline. La calmoduline s'est fixée sur elle du calcium. La calmoduline, ce qui fixe le calcium, c'est activé, c'est la calcicalmoduline. La calcicalmoduline va activer des protéines kinases. Ces protéines kinases, je les ai appelées protéines kinases calcicalmoduline dépendantes. Protéines kinases calcicalmoduline dépendantes, elles sont au niveau du cytoplasme. Protéines kinases calcicalmoduline dépendantes. Protéines kinases calcicalmoduline dépendantes. Il faut activer, elles vont réaliser des phosphorylations. Excellent. Cytosol. La deuxième partie de la réponse, il y a eu une activation de la phosphorylase C, il y a eu une libération de l'IP3, mais il y a aussi eu une libération du diacylglycérol, le DAG. Le DAG reste fixé sur la membrane, il va recevoir lui-même les messages. Il va recevoir le message de qui? Il y aura une protéine kinase qui s'appelle la PKC. La PKC va recevoir le calcium ninja. La libération, c'est les calciosomes qui ont été activés par l'IP3. Donc, fixation de l'IP3, libération du calcium, fixation du calcium, donc là, je suis sur la calmoduline, fixation du calcium directement sur la PKC. Fixation du calcium directement sur la PKC est adressée vers la membrane plasmique. Au niveau de la membrane plasmique, elle va se fixer sur le diacylglycérol. Quand elle est fixée sur le diacylglycérol, elle va réaliser. Est-ce que c'est très bien? Donc j'ai deux types de phosphorylation. J'ai deux types de phosphorylase de protéines kinases. Les protéines kinases qui dépendent de la calcicalmoduline et des protéines kinases qui sont fixées, qui dépendent, la protéine kinase C qui est fixée à la DAG. Donc j'ai deux types de réponses, deux parties de la réponse. Très bien.
La protéine kinase C est donc une calciprotéine. C'est une calciprotéine dont la présence de calcium permet la liaison aux phospholipides membranaires. La PKC est aussi une calciprotéine parce que son activation a nécessité la fixation de calcium. Il y a eu une libération de calcium. Cette libération de calcium s'est fixée sur la PKC. La PKC est devenue active. La PKC est devenue active. Et étant devenue active, elle s'est adressée vers la membrane plasmique. Elle s'est adressée vers la membrane plasmique où elle a rencontré le DAG pour devenir active. Le calcium est essentiel pour l'interaction entre PKC et DAG. Ils vont nous montrer maintenant le rôle du calcium. Pourquoi la fixation du calcium va favoriser la liaison de la PKC sur le DAG. Regardez ce qu'il nous dit. La conformation de la PKC avant la fixation du calcium ne permet pas de fixer le DAG. La boucle structurale de la PKC qui est censée interagir avec le calcium contient des charges négatives avant la fixation du CA2+, répulsion avec la membrane. Est-ce que vous vous souvenez de la membrane plasmique? La membrane plasmique est chargée comment? Elle est chargée négativement à l'intérieur. Le côté intracellulaire de la membrane plasmique est négatif. Elle est chargée négativement. Donc la protéine kinase C est aussi chargée négativement. Elle ne peut pas se fixer sur la membrane plasmique. Dès qu'elle essaie de s'approcher, il y aura une répulsion. Il y aura une répulsion. J'ai une membrane plasmique qui est chargée négativement. J'ai une membrane plasmique. Voici ma membrane plasmique. J'ai une membrane plasmique qui est chargée négativement. J'ai une membrane plasmique qui porte des charges négatives. J'ai une membrane plasmique qui porte des charges négatives. Elle est chargée négativement. Elle est chargée négativement. J'ai une membrane plasmique, désolé. J'ai une membrane plasmique. Il faut avoir de la patience. J'ai une membrane plasmique qui est chargée négativement. Qui est chargée négativement. Ça, c'est des charges négatives. Et j'ai une protéine qui s'appelle la protéine kinase C. La protéine kinase C porte aussi des charges négatives. Elle porte des charges négatives. En absence de calcium, très bien. Quand elle essaie de s'approcher de la membrane, elle ne la laisse pas. Elle est triste. D'accord? Elle ne peut pas s'approcher de la membrane parce qu'elle est chargée négativement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il y aura le message, il y aura l'IP3. L'IP3 va se fixer sur le calciosome. D'accord? Sur les calciosomes, il y aura une libération du calcium et il y aura du calcium. Il viendra à la rescousse. Le calcium va se fixer sur ma protéine kinase C. D'accord? Et elle portera des charges positives. Des charges positives. Et elle deviendra heureuse. Elle deviendra heureuse parce qu'elle pourra fixer. Elle pourra se fixer. Donc elle deviendra heureuse et elle est chargée positivement. Elle pourra se diriger vers la membrane plasmique et se fixer avec le DAG. Est-ce que c'est clair? Donc le calcium permet de changer la charge de la région qui se fixe avec le DAG. En changeant la charge d'une charge négative vers une charge positive, il permet la réalisation de cette fixation. Très bien, très bien. Le calcium se fixe sur cette boucle et stimulera ces charges positives. Stimulera par ces charges positives l'interaction entre le PKC et le DAG. L'interaction PKC-DAG permet la phosphorylation de protéines cibles. Le CA2+ et le DAG, sont essentiels pour permettre à la protéine kinase C, de réaliser sa fonction. Le CA2+ et le DAG sont essentiels pour permettre à la protéine C de réaliser sa fonction. Pourquoi? Parce que c'est le DAG qui lui permet de se fixer à l'endroit où elle va réaliser sa fonction. Et bien sûr, c'est le calcium qui permet l'adressage de la protéine kinase C vers la membrane. Très bien, très bien. Cette série d'événements concerne les CPKC. Quand tu vois des événements, fixation du calcium, puis fixation sur le DAG, d'accord? La PKC est fixée avec le DAG et avec le calcium pour qu'elle réalise ses fonctions. Les PKC conventionnels. Les PKC, c'est le cours, conventionnel, d'accord? Les PKC normales. Qu'il y a d'autres PKC, qu'il y a les NPKC, ça ne nous intéresse pas. Ça n'est pas cité dans votre cours. D'accord.
Donc on ne va pas les citer. On dit que la majorité des PKC, on les appelle les PKC conventionnels, PKC-C ou les CPKC, PKC conventionnels, elles suivent ce mode de travail. Elles vont suivre ce mode de travail. Très bien, très bien. La réponse cellulaire globale à l'hormone est donc constituée d'une première réponse, c'est l'action de la CAMK. C'est quoi la CAMK? C'est quoi la CAMK? C'est les protéines kinases qui sont dépendantes de la calcicalmoduline. Il y a eu une fixation de l'hormone sur son récepteur, activation de la phospholipase. La phospholipase m'a transformé le PIP2 en DAG et en IP3. L'IP3 s'est fixé sur le calciosome. Il y a eu libération du calcium. Le calcium s'est fixé sur le calmoduline. La calmoduline calcium s'est fixée sur des protéines cytosoliques, ou sinon les protéines kinases calcicalmoduline dépendantes. Elles sont différentes de la PKC. Est-ce que vous arrivez, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les CAMK et la PKC? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre la CAMK et la PKC? La CAMK est une protéine kinase cytosolique qui est activée par la calmoduline et le calcium. La PKC est une protéine kinase qui est cytosolique mais qui doit être adressée à la membrane. Il y a fixation du calcium sur la protéine kinase C, adressage à la membrane. Quand elle est adressée à la membrane, elle va être active. Elle va être activée une fois fixée sur le DH. Très bien, très bien. Et d'une deuxième réponse, c'est l'action de la PKC. Donc j'ai deux grosses réponses. La réponse de la PKC et la réponse de la PA, de la CAMK. La demi-vie de l'IP3 est très brève, quelques secondes. Dès sa formation, la cellule va contrôler la concentration du calcium. Comment? En contrôlant la quantité d'IP3. Donc je vais synthétiser l'IP3 phosphatase. L'IP3 phosphatase. L'IP3 phosphatase. Voici l'IP3 phosphatase. D'accord? Voilà. Chez nous. L'IP3 phosphatase. Donc voici mon IP3. D'accord? Il va subir l'action d'une phosphatase pour devenir IP2, puis IP, puis I. Et le I, je vais le réutiliser. Donc je peux le déphosphoryler progressivement. J'ai un inositol 3-phosphate qui va devenir inositol 2-phosphate, puis inositol 1-phosphate, puis inositol. Je vais le dégrader progressivement. Mais quand je le transforme déjà, lorsque je passe de l'IP3 vers l'IP2, l'IP2 devient inactif. L'IP2 devient inactif. Je n'ai plus de l'IP3. Très bien. Très bien. Cette enzyme transforme l'inositol 1,4,5-triphosphate en inositol 1,4-biphosphate qui est incapable de se fixer sur son récepteur spécifique. Le récepteur canal calcique. Le récepteur canal calcique où? Winjay. Excellent, bravo. Le calciosome, c'est le récepteur qui est responsable de la libération du calcium. Bravo. Récapitulatif, des phospholipases de type bêta. Bêta, celles qui sont actives avec la protéine G. Gamma, elles sont actives avec quoi? Avec la tyrosine kinase. Bravo, excellent, excellent. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir fixation de l'hormone sur son récepteur, activation de la protéine G. G-alpha va interagir avec la phospholipase C-bêta et l'activer. La phospholipase va transformer le PIP2 en IP3 et en DAG. L'IP3 va interagir avec le récepteur au niveau du calciosome. Augmentation du calcium cytosolique, recrutement de la PKC. La PKC joue un rôle dans les 6 ordres de la signalisation. Ce matin, je vous ai parlé de 3 voies. Et chaque voie est constituée de 2 ordres. C'est les 6 ordres. La motilité, l'adhésion, la prolifération, la différenciation. Et puis, la survie et la mort cellulaire. Donc, la PKC est impliquée dans toutes ces voies. La PKC est impliquée dans toutes ces voies. Allez, le calcium active la calmoduline. Donc, on a terminé avec la PKC. La première partie de la réponse. On va voir la deuxième partie. C'est la partie, tu as les CAMK. La CAMK, elle commence comment? C'est la fixation du calcium sur le calmoduline, sur la calmoduline. Calcium active la calmoduline. Le complexe CA2 plus calmoduline activera des kinases calcium-calmoduline dépendantes, les CAMK. Parmi les CAMK, on va vous donner des exemples. La kinase de la chaîne légère de la myosine, d'accord, qui se trouve dans la cellule musculaire lisse. La MLCK, la kinase de la cellule musculaire lisse de la chaîne légère de la myosine, phosphoryle
il y a la MLCK, phosphoryl, la chaîne légère de la myosine. Il y aura fixation de la tête sur l'actine, stimulation de l'activité ATPasique de la tête de myosine. La chaîne légère de la myosine phosphorylée stimulera la contraction des fibres musculaires lisses. C'est une vasoconstriction. C'est une vasoconstriction. Très bien. Donc, parmi les CAMK, parmi les protéines kinases qui sont dépendantes de la calmoduline, j'ai des protéines kinases qui vont phosphoryler de la myosine. Attention. Pas au niveau de la fibre musculaire striée, au niveau du muscle lisse. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Les muscles lisses, on les retrouve au niveau de l'intestin, au niveau des vaisseaux. Et je suis au niveau des vaisseaux. La contraction des muscles lisses au niveau des vaisseaux va me réaliser une vasoconstriction. Vous savez ce que c'est qu'une vasoconstriction? J'ai des vaisseaux, les artères ont la capacité de réaliser des vasoconstrictions et des vasodilatations. Elles ont la capacité de se relâcher et elles ont la capacité de se contracter. Très bien. Donc, regardez ce qui va se passer. La fixation des hormones sur les GPCR spécifiques situées sur le sarcolème, membrane plasmique de cellules musculaires. Des cellules musculaires lisses, des vaisseaux sanguins cibles enclenchent la voie de signalisation impliquant la protéine G. Cette voie de signalisation aboutit à une vasoconstriction. Parmi ces hormones, j'ai l'adrénaline, l'épinéphrine, l'angiotensine, l'ADH. C'est quoi la caractéristique de ces trois hormones? Ces trois hormones sont des hormones vasoconstrictrices. La vasoconstrictrice, l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. L'angiotensine 2 est le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. L'angiotensine 2, mais bon, on a vu ça dans la physiologie endocrinienne. Vous vous en souvenez? Qui est venu? Physiologie endocrinienne. Vous et vous. Physiologie endocrinienne, oui. Bon. Donc, on continue. Donc, il y a une activation. On avait parlé de l'angiotensine 2 et on avait dit que c'était le plus puissant vasoconstricteur de l'organisme. Très bien, donc toutes ces hormones, l'adrénaline, c'est un vasoconstricteur. Son but c'est de réaliser un effet chronotrope positif, inotrope positif, mais aussi d'augmenter la pression artérielle. L'angiotensine 2 est un agent vasoconstricteur qui est impliqué dans la super voie de système rénine-angiotensine aldostérone. Donc l'angiotensine 2, non seulement il y a une transformation de l'angiotensinogène hépatique en angiotensine 1, puis l'angiotensine 1 va être transformée par une enzyme de conversion pulmonaire en angiotensine 2. L'angiotensine 2 va réaliser lui-même un effet de vasoconstriction et va stimuler la sécrétion et la synthèse de l'aldostérone. L'aldostérone est un minéralocorticoïde qui va provoquer la réabsorption de sodium. Donc tous ces effets, accompagnés d'eau, excellent. Donc tous ces effets sont responsables de l'augmentation de la pression artérielle. Le troisième effet, c'est l'ADH. L'ADH, en se fixant sur ces récepteurs V2R, elle est responsable de la réabsorption d'eau. Et elle possède d'autres récepteurs. Elle possède les V1R. D'accord? Très bien. On vous a dit que le récepteur V1R était présent au niveau des muscles lisses. Pourquoi? Pour réaliser une vasoconstriction. Cette vasoconstriction, voilà, on vous a dit que l'ADH était responsable de l'augmentation de la pression artérielle par deux mécanismes. Le premier mécanisme est l'augmentation de la volumétrie, réabsorption d'eau, et le deuxième effet, c'est la vasoconstriction. La vasoconstriction, comment? L'ADH va venir se fixer sur un récepteur V1R. Ce récepteur V1R est un récepteur couplé à la protéine G. Cette protéine G est couplée à la phospholipase C bêta. Cette phospholipase C va transformer ou va réaliser la transformation du IP2 en DAG et en IP3. L'IP3 va se fixer sur le calciosome. Il va provoquer la libération de calcium. Le calcium va se fixer sur la calmoduline. La calmoduline fixée sur le calcium va activer une protéine spécifique. Elle va activer une kinase. Elle va activer une kinase cytosolique. Cette kinase va phosphoryler les fibres musculaires. Elle va phosphoryler les fibres musculaires pour qu'il y ait une contraction musculaire. Donc l'ADH peut agir via le GPCR pour réabsorber l'eau et via le GPCR pour réaliser une vasoconstriction. L'ADH est une hormone magnifique. C'est une hormone magnifique. Elle peut agir au niveau du tube rénal via ses récepteurs V2R, via l'adénylacyclase.
l'ADH au niveau des tubes réno-AG qui a la dominante cyclase, ça on est là pour l'adressage des accords conjugués. Et au niveau des musculis, elle va aller via la phospholipase C. C'est pour cela qu'une même hormone peut être dirigée vers deux types d'effecteurs. C'est le même récepteur. C'est le récepteur à l'ADH. Ça V1R, V2R. Donc ça, il y aura la même protéine G. Ce qui va différer, c'est l'effecteur. Je peux avoir deux effecteurs différents. Je peux avoir deux effecteurs différents pour une même hormone. Pour une même hormone. Pour une même hormone. Très bien, très bien, très bien. Ça, c'est un schéma récapitulatif, d'accord? Donc, les deux voies de phosphorylation. J'ai une phosphorylation, la voie de l'inositol. L'inositol va me libérer du calcium. Le calcium va se fixer sur le calmoduline et la calmoduline va m'activer les MK, les MAC kinases, d'accord? Et ces kinases vont me phosphoryler les protéines qui va la myosine légère pour qu'elle puisse réaliser la contraction. Le DAG va être libéré, il va rester au niveau de la membrane, il va fixer la PKC va se fixer au niveau du calcium, puis va être adressé à la membrane pour réaliser d'autres phosphorylations. Donc l'activation de l'effecteur qui est la phospholipase C, l'activation de la phospholipase C va me donner deux voies de phosphorylation. Une voie qui dépend des kinases dépendantes de la calcicalmodyline et une voie qui dépend de la PKC. On a terminé avec la phospholipase C.